Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. 60 millions, il y a près de 60 millions de réfugiés ou déplacés dans le monde aujourd'hui. Une petite part d'entre eux afflue vers l'Europe et face à cet afflux, l'Union européenne semble dépassée. Elle régresse même. La Hongrie a construit un mur le long de ses frontières, alors que certains pays de la zone Schengen ont rétabli le contrôle à leurs frontières. La Belgique, elle, manque encore de place dans ses centres d'accueil. Où en est la situation aujourd'hui ? Comment réussir l'après-urgence ? Comment améliorer les politiques migratoires et comment organiser de façon structurelle et à long terme l'accueil de ces migrants ? Autant de questions que je vais poser à mes deux invités aujourd'hui. Pierre Verberen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Médecins du Monde, acteur au quotidien de cet accueil des migrants. À vos côtés, Mathieu Bietlo, bonjour. Donc, vous êtes politologue, philosophe, vous avez travaillé sur ces questions liées à la migration à l'ULB et aujourd'hui, vous êtes coordinateur de la cellule sociopolitique à Bruxelles Laïque. Alors, je le disais dans l'introduction, on parle d'après-urgence, mais finalement, ce que vous dites, vous, Pierre Verberen, c'est que l'urgence, elle est encore bel et bien là et que finalement, les demandes d'asile, elles risquent de continuer à croître. Oui, on est effectivement dans une situation d'urgence depuis 2011, depuis l'époque où les flux de migrants venant de Libye ont commencé à devenir assez significatifs, mais on n'a pas vu cette urgence parce qu'elle restait cantonnée à l'Italie et puis puis la Grèce. Et puis aujourd'hui, on sait, l'Union européenne l'annonce qu'en 2016 et 2017, nous aurons plusieurs millions de migrants qui chercheront à rejoindre l'Union européenne. Et donc la question de l'urgence est une question très subjective qui en fait est dépendante de notre capacité à répondre. Donc ce n'est plus urgent quand on est devenu capable de répondre. Oui. Alors aujourd'hui, de façon concrète, qu'est-ce que vous faites encore, vous, à Médecins du Monde ? Qu'est-ce que vous faites encore pour les migrants ? Essayez de donner peut-être quelques chiffres sur le nombre de personnes qui sont mobilisées, le nombre de consultations que vous avez par jour. Oui, donc aujourd'hui, dans un contexte où on est entre deux problèmes, un problème qui est solutionné et un autre qui est à venir, on pourrait y revenir tout à l'heure, nous sommes à des niveaux de consultation de 50 personnes par jour dans un espace à Bruxelles qui, en fait, devrait ne pas exister. Le plus important, c'est justement de voir qu'on va se retrouver dans une situation où le nombre de places d'accueil ne suffira pas pour pouvoir accueillir les différentes personnes qui se présentent à la migration et qui demandent l'asile en Belgique. Et on va se retrouver dans cette situation de façon encore plus critique durant le mois de décembre probablement. D'accord. Alors, peut-être juste une précision pour bien cadrer le débat. Mathieu Bietlo, quelle est finalement toute la procédure à suivre pour un migrant qui arrive, donc un primo-arrivant? Quelle est la procédure jusqu'à éventuellement l'obtention du statut de réfugié? Alors justement, je pense c'est bien de réexpliquer les choses parce on parle de migrants, on parle de crise des réfugiés, on parle de demandeurs d'asile. Bon, la migration, c'est le fait de quitter son pays et d'aller ailleurs, et il y a des motifs multiples pour cela, qui aujourd'hui en plus se recouvrent de plus en plus. Mais quand on parle, les migrants qui ont fait l'actualité depuis le mois de septembre, qu'on a fort médiatisé au parc Maximilien, donc ce sont des personnes qui viennent en Belgique parce qu'ils fuient la guerre, principalement en Syrie, en Irak, en Afghanistan, et ils demandent l'asile. Et quand ils sont au parc Maximilien ou au ETC, ils ne sont même pas encore dans la procédure. Ils demandent en fait leur ticket pour rentrer à l'Office des étrangers, qui va juste enregistrer leur demande et vérifier si c'est bien à la Belgique de la traiter, puisque des accords européens permettent à la Belgique de renvoyer des demandes d'asile vers d'autres pays européens. Donc là, l'Office étranger ne fait qu'enregistrer la demande. Une fois que la demande est enregistrée, ils sont placés dans un centre fait d'asile pendant le temps que le commissariat général pour les réfugiés apatrides traite leur demande, vérifie si leurs motifs
de demande de protection, puisque l'asile, le statut de réfugié, c'est une protection pour des personnes qui en ont besoin. Ce n'est pas la même chose qu'une migration qui se fait pour des raisons de tourisme ou de changer de vie. Donc le CGRA va prendre un certain temps, parce qu'il est assez suspicieux et méticuleux, il va prendre un certain temps à évaluer si la personne mérite bien la protection, en a bien besoin. Et à ce moment-là, alors, la personne reçoit le statut de réfugié, qui est un titre de séjour en Belgique, et sort du centre d'accueil, et peut à ce moment-là trouver, chercher du travail, trouver un logement, etc., et devient alors un primo-arrivant, un migrant parmi d'autres. Oui, alors c'est vrai que vous, au niveau de Médecins du Monde, vous étiez présent dans le parc Maximilien pour organiser d'ailleurs ce pré-accueil, on va dire, du coup. C'est toujours ce que vous faites aujourd'hui. La volonté de quitter le parc Maximilien, de démanteler le parc Maximilien, elle était due à quoi ? C'était dû essentiellement au fait que les conditions de vie sur un espace confiné comme celui-là, sous tente, à la veille de l'hiver, avec la pluie, la boue, puisque c'est de la terre au sol, etc., sont des conditions qui sont tout à fait indignes. Et donc, il fallait essayer de trouver des solutions et ne pas s'installer durablement dans une image qui est tout à fait indigne. Donc, il fallait trouver d'autres solutions et montrer que ces solutions étaient impérieuses. Donc, il y a un message qui est politique et il y a une réalité très pragmatique qui est qu'on ne sait pas continuer à vivre dans la boue avec des femmes, des enfants et même des hommes qui ont parcouru des milliers de kilomètres, souvent à pied, et donc qui ont besoin d'un moment pouvoir souffler et respirer. Alors, vous le disiez, l'urgence, finalement, elle est là depuis plusieurs années. Donc, concrètement, quand on voit que ce sont des citoyens qui ont dû se mobiliser avec évidemment des associations comme la vôtre, heureusement d'ailleurs, pour soutenir ces migrants qui arrivaient, ça montre qu'il y a des manquements dans les politiques aujourd'hui. Mathieu Béthelot, peut-être. Oui, clairement. Donc, il y a un nombre de places insuffisantes. Il y a un traitement administratif lent qui fait qu'on laisse poireauter les gens dehors. Et donc là, heureusement que des citoyens et des associations ont pris l'initiative de dire c'est pas possible que ces gens restent dehors. Ils devaient attendre 2-3 jours le temps d'avoir leur ticket, mais c'était déjà trop. Et donc, effectivement, on voit là que les citoyens et les associations, la société civile, viennent combler un déficit de la part des politiques publiques qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé de ne pas déployer plus de moyens pour accueillir ces personnes. Je pense que, comme Pierre l'a dit, on le sait depuis 2011, les printemps arabes, etc., qu'il y a des motifs de migration et de demande d'asile qui ne font qu'augmenter, et nos États ont décidé de ne pas investir dans l'accueil. On pouvait le prévoir qu'il y aurait à avoir plus de gens à accueillir. On a décidé de ne pas investir dans l'accueil et d'investir peut-être un peu plus dans les manières d'empêcher ces personnes d'arriver jusque dans nos pays en espérant qu'ils aillent demander l'asile ailleurs. Oui, alors on reviendra effectivement sur ces politiques migratoires, mais j'ai peut-être encore une question, c'est qu'on voit qu'effectivement, je disais, près de 60 millions de réfugiés ou déplacés dans le monde aujourd'hui. Par contre, en Belgique, on n'est pas encore dans les chiffres de 2000 quant aux demandes d'asile. Donc, alors qu'il y a une espèce de mouvement de panique, on a l'impression qu'on n'a jamais connu ça. D'où ça vient finalement cette peur, panique ? Mais c'est ce que Mathieu vient d'expliquer, ce sont des choix qui amènent à des réalités. Donc, en gros, aujourd'hui, le fait que des gens dorment à la rue n'ait pas de structure d'accueil, c'est un choix qui a été fait et qui fait que ça paraît tout à fait intolérable, inacceptable. On aurait pu éviter de démanteler une série de places d'accueil qui ont été démantelées ces 6 derniers mois et veiller à ce que cette situation ne se produisent pas. On aurait pu dédoubler le lieu d'inscription, comme Mathieu l'a expliqué, d'inscription des demandeurs d'asile, d'enregistrement des demandes d'asile, et avoir un deuxième lieu, un troisième lieu, comme ça se fait partout en Europe, pour faire en sorte que les gens ne doivent pas attendre 2 jours et parfois 15 jours avant d'avoir leur demande enregistrée. Donc c'est une situation de choix politiques qui sont faits, et ces choix politiques sont évidemment liés à un message qu'on veut adresser urbi et orbi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir chez nous parce que les conditions ne sont pas favorables, et donc on vante les conditions défavorables à l'étranger. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est faire en sorte quelque part que
vivant une situation misérable, on puisse, en tant que pouvoir politique, répondre avec des solutions misérables. C'est-à-dire que si il n'y a pas cette urgence, si les gens ne traînent pas en famille dans la boue, en faisant des files la nuit à 4 h du matin devant l'Office des étrangers, il est impossible alors de justifier des lits de camp dans une tente, dans un hangar, dans une caserne, comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense que tous ceux qui organisent cet accueil font un travail remarquable au quotidien, mais en même temps sont très désemparés parce qu'ils organisent quelque chose qui est d'un niveau d'accueil très insatisfaisant par rapport non pas à des règles de vie ensemble, mais simplement à des standards définis par le Haut Commissariat aux réfugiés comme étant le minimum minimorum, et aussi la directive européenne sur l'accueil qui définit le minimum minimorum auquel ont droit les demandeurs d'asile. Oui. Peut-être sur les chiffres, je voudrais faire une réflexion, c'est que la demande d'asile jusqu'à la fin des années 70 faisait l'objet d'un traitement à part en Belgique. Elle était d'ailleurs traitée par les Nations Unies, par le Haut Commissariat aux réfugiés. Et c'est à partir des années 80 où tous les 2-3 ans, on s'inquiète de l'augmentation du nombre d'asiles. Et chaque fois, on s'inquiète, il y a une forte augmentation des demandes d'asile. On est passé de 2000 à 3000 à 4000. Et à chaque fois, on s'en inquiète comme quelque chose de vraiment dangereux qui remet la politique en péril. On s'est stabilisé finalement vers 15-20 000 demandes d'asile par an. Sur une population de 10 millions, c'est quand même pas énorme quand on voit d'autres pays qui en accueillent beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un gros pic en 99-2000 qui était lié à la guerre au Kosovo et qui s'est accompagné. Donc là, on est passé à 40 000 demandes par an, ce qui ne reste toujours pas énorme. Et il y a eu à ce moment-là un fort mouvement de solidarité citoyenne qui a accueilli, et donc ces 40 000 ont été moins problématiques, je dirais, que les 15-20 000 des années précédentes. Et cette année, on a aussi une forte augmentation. On n'a pas encore les chiffres totaux de l'année, mais c'est vrai qu'on est passé de 1 000, 2 000 par mois en début d'année à 4-5 000 maintenant. Eh bien, cette forte augmentation s'accompagne aussi d'un vaste mouvement de solidarité. Donc c'est intéressant, je trouve, à souligner. À mettre en parallèle. Alors, ce que je vous propose, c'est de parler peut-être aussi de l'après-urgence, de finalement, voilà, maintenant on le sait, on est toujours dans l'urgence, mais il faut déjà envisager l'après-urgence. Et pour introduire cette thématique, je vous propose de regarder un sujet qu'on a tourné dans une école primaire à Bruxelles, donc l'école numéro 3 à Forêt, où on organise finalement des cours d'adaptation à la langue française pour des jeunes primo-arrivants. Je vous propose de regarder ça ensemble. Donc ici, ce sont les maternelles, ce sont des enfants de deuxième maternelle de 4 ans. Et alors, là dans le couloir, c'est la classe juste demande de Ahmed, donc on ira le chercher juste après. Par contre, Moïse, qu'on va chercher maintenant, lui, il est au premier étage. Il est transpercé avec un objet pointu. Ah voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils partent? Pour les délivrer, pardon, pour les délivrer. Donc ça veut dire que pour qu'ils puissent aller où? Voilà, de ce côté-là, c'est les premières primaires, là-bas les deuxièmes, et ici les troisièmes, où on va chercher Moïse. Toc, toc, toc. Bonjour. Est-ce que Moïse est venu? Tu peux venir avec ton cartable? Alors, qui est-ce qui a déjà imaginé dans sa tête le Windigo en lisant ce qu'on a lu là? Non, Comment tu l'imagines, Natalia? J'ai débuté en début d'année avec les enfants. Il y en a beaucoup qui étaient en pleurs et vraiment malheureux parce qu'ils ne comprennent rien à ce qui se passe autour d'eux. Alors en plus de ça, devoir les sortir de la classe pour pouvoir essayer de faire du vocabulaire ou de les aider, c'était difficile aussi. Donc avec certains enfants, ça a mis 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'au moment où ils étaient prêts à pouvoir lier contact avec une personne supplémentaire, à leur institutrice, au professeur de gym, au professeur de cours philosophiques. Ça fait beaucoup de personnes pour eux. Donc voilà, au début, attendre qu'ils soient prêts. Et puis une fois qu'ils sont prêts, on commence. Les mots essentiels, quand le professeur demande de sortir le plumier, de prendre le cartable, le manteau, tout ça, ce sont des mots vraiment très importants pour ces enfants. Et puis petit à petit, on essaye d'élargir le vocabulaire, que ce ne soit pas que du vocabulaire de l'école. Et donc, c'est vrai que c'est gai parce qu'une fois qu'ils ont compris que j'étais là pour les aider, pour essayer de les comprendre et qu'ils parviennent à répéter les mots, ils deviennent rayonnants et ça, c'est très, très gai.
Alors avec ces enfants-là, moi je fais énormément de gestes, parce que vous l'avez déjà remarqué, j'ai des parents sourds, donc je suis très très gestuelle, fort aussi dans les mimiques, etc. Donc pour moi, mimer des choses, etc., ça ne me dérange pas, ça ne me pose aucun problème. Donc en général, les enfants, dès qu'on mime, dès qu'on montre les choses, c'est assez facile. Mais c'est vrai que des traducteurs, ça on n'en a pas beaucoup. Mais souvent on cherche dans les classes, on trouve toujours des petits-enfants polonais, des petits-enfants arabes aussi, ou autres, brésiliens. Donc là, on demande, certains enfants viennent parfois nous aider. Pour que ce soit plus précis, il faut une demande précise. Et les manteaux, on les met où? On les met au... Ah oui, on les met là, et ça s'appelle comment ça? C'est le porte-manteau. Porte-manteau, c'est celui qui porte les manteaux. Ils sont forts. Alors en début d'année, ce que j'essaye aussi de faire, c'est de prendre des primo-arrivants qui viennent tout juste d'arriver avec des enfants qui sont là depuis 1 an. Alors parfois, s'ils parlent la même langue, ça peut leur faire du bien. On essaye de créer des binômes pour que les tout premiers arrivants puissent retourner vers des enfants qui parlent déjà un petit peu, puissent poser des questions dans leur langue maternelle. Ça peut faire du bien de temps en temps. L'immersion, c'est bien, mais de temps en temps, pouvoir poser les questions essentielles pour être assuré dans sa langue, c'est bien aussi. A-t-elle des lunettes? Ok, vas-y, dis-le. A-t-elle des cheveux? Alors, les cheveux noirs. Bon, il faut faire attention parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays. Parfois, la situation fait qu'ils n'ont pas été à l'école et alors là, ça devient très très compliqué. S'ils ne peuvent même pas s'appuyer sur un cours de mathématiques, le cours de gym, ça, une fois qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire, qu'ils suivent les autres, là, ça peut leur permettre d'un peu s'épanouir, mais voilà. En général, les enfants, ils intègrent facilement un autre enfant. Parfois, on pousse un petit peu aussi, on leur dit, allez, faites attention à eux, ils n'ont pas vécu des choses faciles, etc. Mais honnêtement, à ce niveau-là, c'est assez facile. Je veux dire, on a de chouettes groupes aussi de classes qui sont assez sensibilisés à tout ça, puisqu'on a aussi toutes sortes d'enfants qui viennent de partout. Je veux dire, parfois, c'est des enfants qui ont des parents d'origine étrangère, donc ils se rendent déjà bien compte qu'il y a une autre culture à la maison. Donc voilà, à l'école, pourquoi pas, il y en a un qui arrive, oui, moi, mes parents viennent de là, donc ça va très très vite. Certains, les parents se demandent, en fait, voudraient qu'on les mette dans la même année où ils sont dans leur pays. Mais l'enseignement n'est pas le même dans un pays et dans un autre. Et donc, on essaye de savoir et de se dire, voilà, l'enfant à tel âge, il pourrait aller dans telle année, mais il ne connaît pas la matière, il ne connaît pas le français, donc il doit d'abord apprendre le français. Donc, en général, on le met une année en dessous de l'année, je vais dire de l'âge de naissance, pour qu'ils puissent apprendre le français, en espérant qu'en mathématiques, ils s'en sortent un petit peu et que ce soit de la matière où il ne doit plus trop s'inquiéter. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce que on ne sait pas. On tâtonne au début et parfois on les inscrit tout en voyant que vaut mieux mettre une année plus haut, une année plus bas par la suite. Alors Mathieu Pietlo, à Bruxelles Laïque, vous organisez aussi des cours de français pour les primo-arrivants. Est-ce que cette question de l'éducation, c'est important pour l'intégration, pour ceux qui en tout cas auront obtenu le titre de réfugié ou même éventuellement ceux qui sont là de façon temporaire? Alors, avant l'éducation, donc à Bruxelles Laïque, nous donnons des cours d'alphabétisation et de français pour adultes. Ce qu'on a vu dans le reportage, c'était à l'école. Et là, en Belgique, tous les enfants sont soumis à l'obligation scolaire, quel que soit leur statut. Mais donc, oui, avant l'éducation, maîtriser quand même un peu les codes linguistiques du pays, c'est quand même fondamental pour pouvoir rencontrer les autres et essayer de se faire sa place dans la société. Donc je pense qu'il faut multiplier les initiatives qui permettent aux étrangers, quel que soit leur statut, de pouvoir maîtriser un peu l'environnement dans lequel ils sont. Mais il faut aussi, et c'est très important, leur permettre de prendre leur place dans ce pays. Et ne pas les confiner à une position ou de victime ou de personne qui dérange et qui doit être le moins visible possible, etc. C'est vraiment permettre aux gens de prendre leur place dans la société et d'accepter qu'ils ont plein de choses à nous apporter. Ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, dans l'éducation mutuelle d'ailleurs à ce niveau-là aussi. Et d'ailleurs là-dessus, parce qu'on leur laissait prendre leur place, le problème c'est qu'on voit que les centres d'accueil, les centres faits d'asile sont souvent assez isolés, sont dans des endroits où finalement les demandeurs d'asile sont entre eux et sont assez passifs parce qu'ils ne peuvent pas travailler, parce qu'ils n'ont rien à faire. Là, ça pose un problème justement pour qu'ils puissent prendre leur place. Alors là aussi, je pense que cela répond à des choix politiques.
politique, d'une part des choix économiques, et donc c'est sans doute plus facile de loger des personnes de manière collective dans des centres, et alors on va trouver des endroits, des bâtiments qu'on peut récupérer pour cela et qui sont souvent effectivement en périphérie, dans des petits villages. On préfère aussi les mettre loin des gens parce qu'on a peur que la population les accepte mal. Mais je pense qu'il y a aussi dans cette volonté, ce que Pierre disait tout à l'heure, de ne pas rendre le pays attractif, de ne pas donner envie aux gens de venir, et donc le fait de les cantonner comme ça dans des centres, c'est une manière, de ne pas leur donner envie de venir, mais aussi et c'est assez explicite dans les politiques, de ne pas leur permettre de s'attacher trop au pays parce qu'ils doivent s'attendre à une décision négative. Et donc, on ne veut pas leur permettre de trop s'intégrer justement tant qu'ils sont en procédure, parce qu'il faudrait, sinon ça leur donnerait des illusions. Or, ils doivent s'attendre, c'est dit clairement dans les politiques, à une décision négative qui s'accompagne d'un retour au pays. Et donc, si on leur permettait, alors qu'ils sont en procédure, de davantage s'intégrer, le retour serait plus difficile. Donc en fait, c'est assez paradoxal parce qu'on leur reproche finalement dans un sens de ne pas vouloir s'intégrer. En tout cas, c'est le stéréotype qu'on ressort régulièrement. Et en même temps, on ne leur donne pas l'occasion finalement, puisqu'on leur dit finalement vous êtes en transition. Au niveau des questions de santé, est-ce que Médecins du Monde, vous continuez à les suivre? Et quels problèmes de santé peuvent connaître ces gens? Est-ce qu'on connaît des problèmes de santé physique ou des problèmes de santé psychique aussi? Parce qu'on sait qu'ils ont traversé des épreuves difficiles. L'essentiel, évidemment, c'est le trauma psychologique et souvent physique qui est lié à la migration et au déracinement. Donc on a des gens qui quittent leur pays, qui quittent leur famille, qui quittent leurs racines quelque part et qui décident à un moment, parce qu'ils y sont contraints, de migrer. Et on le voit sur les images, le trajet migratoire est un trajet extrêmement pénible, parsemé de violences assez significatives. Donc le trauma psychologique et parfois les blessures physiques sont des choses qui sont assez structurelles chez l'ensemble de ces populations. Je crois que toutes ces personnes devront à un moment pouvoir refaire le point sur là où elles sont, sur ce qu'elles vivent, sur ce qu'elles ont vécu, etc. Après, l'errance, la marche, le trajet migratoire amène à des problèmes respiratoires, des problèmes musculaires, des problèmes de squelette, etc., mais qui sont ceux qu'on connaît. Donc, moi, je pense que l'objectif d'une organisation comme la nôtre, c'est surtout d'amener à ce que ces personnes retrouvent le plus rapidement possible un accès au droit commun. Donc, faire en sorte qu'ils intègrent le plus rapidement possible le système de droit commun, c'est-à-dire un médecin généraliste, c'est-à-dire une maison médicale ou un médecin de famille, et faire en sorte que sur le plan de leur santé, il n'y ait pas de discrimination. Mais par contre, en back-office, derrière, une organisation comme la nôtre va essayer de former le corps médical aux pathologies ou à l'histoire ou à la prise en charge ou à la nécessité de travailler des interprètes et des choses comme celle-là. Donc on va faire en sorte que les professionnels soient en meilleure capacité d'intégrer. Parce que la question que nous pose aujourd'hui la migration est une question qui existait déjà au moment des migrations italiennes, marocaines, turques, etc. C'est comment faisons-nous des sociétés qui sont en capacité de vivre avec une pluralité de codes, avec une pluralité de cultures. Et donc cette question est une question tout à fait intégrante de la société. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble des écoles soient en capacité de faire ce qu'on vient de voir, que l'ensemble des centres de santé, des médecins soient en capacité, des hôpitaux, de prendre en charge une réalité qui va être une réalité qui est déjà une réalité très significative et qui sera demain encore une réalité plus significative. Oui, c'est vrai qu'on a vu cette école, qui est un exemple d'une école qui a pris un peu les choses en main, qui d'elle-même a décidé de mettre des moyens pour engager quelqu'un pour ses cours d'adaptation à la langue française. On sait que ce n'est pas nécessairement possible ou pas voulu nécessairement dans toutes les écoles. Comment finalement, du coup, on peut améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le quotidien, du coup, de ces gens qui sont dans des centres d'accueil, des centres faits d'asile de façon assez isolée Voilà, comment améliorer leur quotidien, Mathieu, peut-être qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense maintenant qu'il faut les gens qui travaillent dans ces centres, que ce soit des centres faits d'asile ou des centres gérés par la Croix-Rouge, font un boulot quand même assez important et font le mieux qu'ils peuvent, mais dans des conditions, avec les moyens qu'ils ont. Et donc, alors là, on sera tout à fait d'accord avec tous les ministres successifs. La première chose à faire, c'est de raccourcir la procédure. Ça, évidemment, c'est de ne pas laisser les gens comme ça pendant 6 mois à attendre une décision.
à subir interrogatoire, enfin audition sur audition, et à ne pouvoir rien faire pendant ce temps-là, puisqu'ils ne peuvent pas travailler, ils sont dans des centres. Donc il faudrait effectivement raccourcir cette période, et puis sinon, moi je ne serais pas opposé à ce qu'on leur permette de déjà, pendant ce temps-là, se former, travailler. Mais voilà, vu qu'on ne veut pas qu'ils s'attachent trop vite au pays avant d'avoir reçu leur décision définitive, on ne leur permet pas tout cela. Oui, avec aussi la possibilité pour une partie de ces gens d'éventuellement arriver après dans des centres fermés où on a toujours cette même image de donner l'image vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas accueilli ici, ne venez plus parce que vous atterrirez éventuellement en centre fermé. Moi, je pense qu'il y a un élément qui est très important, c'est la question du lien social. Vous définissez l'éloignement ou l'enfermement en centre fermé, l'éloignement dans une structure rurale. Attention, dans une structure rurale, je pense qu'il y a vraiment moyen de créer du lien social. Je pense que le citoyen, monsieur et madame tout le monde, peut aller à la rencontre de ces personnes et créer du lien avec ces personnes. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental sur le plan de la santé mentale de ces personnes, et c'est aussi fondamental sur le plan de vivre ensemble. Donc, en ce qui concerne une organisation comme Médecins du Monde, nous sommes vraiment favorables à ce que le citoyen s'exprime dans sa solidarité, que ce soit à travers du don, mais très fortement à travers du lien, c'est-à-dire rencontrer ces personnes, que ce soit dans l'école, que l'école aille voir et fasse des activités, les clubs sportifs, l'éducation permanente, tout ce qui peut, au niveau d'une localité, faire en sorte qu'il y ait du lien, c'est extrêmement important, et pour la santé mentale des personnes, des demandeurs d'asile, et pour aussi leur intégration demain et le vivre ensemble général. Je pense qu'on ne s'en sort pas, on ne trouve pas de job, on ne trouve pas de logement, on ne crée pas du capital confiance, si je peux m'exprimer comme ça, sans avoir créé du lien. Donc ce lien, il est fondamental. Alors on peut blâmer les pouvoirs publics de ne pas faire ce qu'il faudrait faire, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut stopper l'élan de générosité et de solidarité des citoyens, parce qu'en réalité, une société, c'est du politique, c'est des institutions qui font, je pense, Fait d'Asile et la Croix-Rouge font le maximum de ce qu'elles peuvent faire, et sincèrement, chapeau aux travailleurs de ces organisations-là. Mais en même temps, c'est aussi des citoyens volontaires, réunions d'associations, etc., qui proposent des choses, qui sont là, qui tentent, qui parfois échouent, mais qui en général sortent grandis de l'expérience. Alors, ce que je propose, c'est pour la fin de l'émission, peut-être de changer de paradigme et de réinterroger les politiques migratoires en Europe avec la question de la liberté de circulation. Le Centre d'action laïque s'est dit en faveur de cette liberté de circulation depuis plusieurs années déjà. Alors souvent, certains disent oui, mais c'est une vision naïve. Et pourtant, ce que vous dites, vous, Mathieu Bietlo, c'est que finalement, c'est une vision assez réaliste. C'est la seule vision réaliste, finalement. Tout à fait. Bon, alors c'est un peu difficile à entendre comme ça parce qu'on est aujourd'hui dans une phase de repli, de peur, de crispation, et on est le nez sur le guidon. On voit toutes ces migrations dont on ne sait pas comment les accueillir. Mais si on réfléchit avec un peu plus de recul, la migration, le fait d'aller voir ailleurs parce qu'on n'est pas bien ici, parce qu'on doit fuir quelque chose, parce qu'on n'a plus de perspective, c'est quelque chose qui a toujours existé, sur lequel s'est fondée nos civilisations. Si on n'avait pas été en Inde, aux États-Unis, etc., on ne serait pas ce que nous sommes. Et c'est quelque chose qui existera de plus en plus. Enfin, plus le monde sera mondialisé, plus les moyens de communication vont se développer, plus les inégalités vont s'accroître, plus les gens auront des raisons de bouger et des moyens pour bouger. Et donc, je pense qu'à terme, il faut reconnaître cette réalité et l'accompagner. Ça ne sert à rien de vouloir la refuser, la refouler. On le voit aujourd'hui, parce qu'on parle du fait que nous n'avons pas les moyens pour accueillir ces migrations. Mais ça coûte très très cher de vouloir les empêcher, ces migrations. Ça coûte cher humainement. On voit tous les drames en Méditerranée, on voit ce qui se passe dans les centres fermés, etc. Ça coûte très cher économiquement aussi, parce que ce sont des moyens militaires qui sont déployés maintenant pour protéger les frontières de l'Europe. Eh bien, vouloir maîtriser, et pourtant malgré tous ces moyens déployés, les gens arrivent quand même, mais dans des conditions déplorables. Et donc je pense que ce n'est pas réaliste de dire qu'on va pouvoir empêcher ces gens ad vitam aeternam de venir chez nous. Il faut au contraire anticiper et réfléchir à comment les accueillir, et donc s'acheminer petit à petit vers une liberté de circulation qui est encadrée comme un droit fondamental de la personne. Il n'y a plus de frontières, chacun fait ce qu'il veut. C'est un droit qui doit être encadré, qui doit être régi par des procédures, etc., mais qui permettrait à terme à chacun de se déplacer comme il
il veut sur la planète. Oui, et qui éviterait pas mal de problèmes de santé aussi que vous pointez aux Médecins du Monde. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission, alors je voudrais juste finir par 2 conseils lecture. Le premier, c'est La marche des ombres, réflexion sur les enjeux de la migration, un bouquin rédigé par François de Smet, qui est aujourd'hui directeur de Myria et qui vient de recevoir le prix du livre politique 2015. Autre conseil lecture, c'est le dossier du mois de novembre d'Espace de Liberté qui est consacré à cette question de la migration. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairés sur cette question ô combien importante et d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.